Et là, tu prends une grosse claque et puis tu réalises que de toute façon, tu fais un pas sur le côté, il y a quelqu'un qui va venir te remplacer et la boîte va continuer à tourner. Peut-être, c'est incroyable, quoi. Mais l'AIT, moi, ce qui m'a surpris et qui était complètement nouveau pour moi, c'était la notion énergétique, le corps. Comment est-ce que il y avait ce lien entre le cérébral et le physique et le corps, quoi, ce qui peut être engrammé dans le corps, et comment notre corps pouvait répondre. Alors, Déjà, j'ai vraiment envie de te remercier d'avoir accepté d'être interviewé. Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, nos différentes vies font qu'on l'a jamais fait, mais vraiment, merci pour cette rencontre. Et puis merci pour ces livres. On va en parler tout au long de cette rencontre, discussion. J'ai pas envie de l'appeler interview. Mais déjà, ce premier livre, l'itinéraire intemporel d'un homme qui voulait devenir sage. Et c'est un livre aussi qui représente l'AIT. Merci vraiment pour cet écrit. Et puis, je me suis dit que j'allais découvrir un livre sur l'AIT et c'est tellement au-delà de ça. Donc, vraiment, merci pour ça. Et ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est de rencontrer l'homme que tu es dans tout ton parcours de vie et justement dans tout cet itinéraire. On a travaillé ensemble, on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années. C'est l'AIT qui nous a d'abord rassemblés. Et puis, on a cheminé ensemble sur plein d'autres aspects. T'es un ami, t'es vraiment pas un inconnu. On a travaillé et on a fait des expériences au-delà de l'AIT ensemble. J'aimerais qu'on en parle aussi. Et pour moi, t'es un compagnon de route, effectivement, avec cet itinéraire. Donc, vraiment merci pour ça. Et dans ce livre, il y a une phrase, je crois, qui résume ce voyage, cet itinéraire. C'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Et j'ai envie que pendant ce temps qui nous est imparti, on pense à cette phrase. Et pour moi, c'est le fil de ce livre. C'est toute connaissance, un jour, doit devenir une expérience. Et toute expérience, un jour, doit devenir une offrande. Je crois avoir compris, mais tu sais, il y a des phrases qui nous travaillent. Et c'est une phrase qui est en travail chez moi depuis que je l'ai lue. Et j'aimerais aujourd'hui peut-être qu'on aille à la rencontre de cette phrase et à la profondeur qu'elle a, et quelle profondeur elle a pour toi. Alors si tu veux bien, j'aimerais qu'on parte à la découverte de cette phrase, de toi et de ta vie. Cette phrase, pour moi, j'ai l'impression qu'elle raconte ta vie. Je crois qu'elle raconte un peu la mienne. Donc là, une fois de plus, on va se retrouver. Donc, bienvenue François. Merci, vraiment. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on te rencontre. Et j'aimerais que tu nous dises qui était le petit François. Ok. Ben, merci Noël déjà d'avoir organisé cet échange. Le petit François, c'était un enfant de Toulouse, un petit dernier, donc un peu élevé comme un enfant unique, avec des grandes sœurs. Et très tôt, mon imaginaire s'est développé avec des amis qui étaient invisibles, mais qui étaient par là, et je me posais pas mal de questions. Et puis de Toulouse, je suis parti sur Aix-en-Provence, à l'âge de 7 ans. Et puis 7 ans, belle vie dans le sud de la France, et comme je l'explique dans le bouquin, j'étais relativement nul en anglais quand je suis en 6e, et en 5e, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, ce qui a été une première étape majeure dans ma vie. Qu'est-ce qui te faisait vibrer à cet âge-là, à 7-8 ans? Comment était ce petit garçon? La découverte apprendre, découvrir les choses et les partager avec les copains, les copines, quoi. C'était vraiment aller vers l'autre, puisque je me sentais effectivement... j'avais de grandes sœurs,
mais avec lesquels je ne pouvais pas jouer. Donc vraiment, c'était aller vers l'autre pour pouvoir jouer, partager, échanger, se disputer, se chamailler et partager. En fait, c'était vraiment ça, quoi. Aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Ouais. Ok, et ensuite tu pars, tu quittes Toulouse, tu t'en vas. Je quitte Toulouse. Mon père est muté dans la région d'Aix-Marseille. Et ça a continué. Puis là, c'était encore... ça s'est développé davantage, ces partages, ces échanges. On vivait dans un lotissement qui était relativement sécure, donc il n'y avait pas de soucis. Et on faisait du vélo et on profitait vraiment de la vie de la nature. La garrigue qui nous encerclait. De très beaux moments, ouais. Quand tu regardes ton enfance aujourd'hui, est-ce que ça fait écho avec l'homme que tu es devenu ? En fait, il y a un cheminement où je reviens à l'enfant que j'étais. Peut-être un peu rêveur, peut-être un peu insouciant, pas inconscient, mais insouciant. C'est développé après une quête de sens assez tôt dans ma vie. Et aujourd'hui, en fait, je reviens à un lâcher-prise et accepter ce qui est, quoi, l'insouciance de l'enfance, l'acceptation de ce qui est. Donc, dans ce sens-là, ouais. T'avais des enfants imaginaires, J'avais un copain imaginaire. Est-ce que t'avais des amis imaginaires, c'est ça ? J'avais un copain imaginaire, ouais. Mes mecs. Ouais. Et mes mecs, il m'a suivi de Toulouse à Aix. Et puis un jour, mes parents n'ont plus entendu parler de mes mecs et ils m'ont demandé des nouvelles. Et puis je dis, il est mort. Mais moi, mes mec est mort quand j'avais 8 ans, je pense. 8 ans ? Ouais. Mais c'était un chouette compagnon et ma grand-mère maternelle ensuite a remplacé les échanges que j'ai pu avoir avec mes mecs sur des questionnements, des rêveries, des images que je pouvais voir. Je me rappelle rêvasser sur mon lit et où je voyais un paysage qui, au fur et à mesure, s'estompait et disparaissait comme un désert. C'est quelque chose qui est revenu et que j'ai retrouvé et que j'ai retravaillé en Haïti notamment, et qui était peut-être le vécu d'une vie antérieure. Mais c'est quelque chose qui est resté de l'enfance, quand j'avais 6-7 ans. Ouais. Super. Tu crées des images dans ma tête. C'est ça. Ah. Et on parlera de l'AIT un peu plus tard. AIT, ça veut dire Advanced Integrative Therapy. Mm-hmm. C'est une méthode de thérapie dite dans le groupe de la psychologie énergétique. Tu as été la personne qui l'a amené en France et vraiment merci pour ça. Ok. Tu pars à Aix-en-Provence et ensuite tu as une brillante carrière internationale. Est-ce que tu voudrais nous en parler de cette carrière et peut-être évoquer qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là ? À l'époque, la valeur travail chez moi dans ma famille était importante. Et comme je te disais tout à l'heure, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai fait un premier voyage aux États-Unis et j'ai été marqué par ce qu'étaient les États-Unis, ce qu'étaient les Américains et les jeunes Américains. Et ce qui est vite devenu un modèle pour moi. Et j'ai voulu très tôt être indépendant, travailler, faire du babysitting. J'ai commencé à donner des cours d'anglais, j'avais 15-16 ans. Vraiment avoir cette indépendance pour pouvoir y retourner chaque année. Et donc ma motivation, c'était d'aller voir ailleurs, de quitter la France et pouvoir partir. Et donc j'ai fait des études dans le transport et la logistique qui m'ont amené, j'ai fait des stages qui m'ont ensuite amené à aller aux États-Unis. J'ai fait une maîtrise de commerce international. Et mon premier job, en fait, ça a été pour travailler pour une boîte française dans une délégation commerciale qu'ils avaient à côté de New York. Et donc, là, je pense que mon ego s'est bien enflammé. Je débutais une carrière à 22 ans aux États-Unis, les années 90, New York, c'était le rêve, quoi. C'était juste incroyable. On parle
beaucoup dans le développement personnel de l'ego. Il y a même certains qui disent il faut tuer l'ego, ou l'ego c'est vu comme un boulet, quelque chose qu'il faut éteindre ou transformer. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ça? Parce que moi j'ai une vision de l'ego un peu différente de ça. Je pense que ça peut être un compagnon. Alors c'est un compagnon et c'est quelque chose c'est un chapitre qui prend de la place, on en reparlera sûrement tout à l'heure dans le livre, entre le lien qu'il peut y avoir entre l'ego et le centre, notre partie divine ou notre vrai soi. Mais l'ego est indispensable en fait. Le problème n'est pas l'ego, le souci serait son inflation, sa démesure. Mais c'est un vrai driver, il permet d'être dans l'action et au contraire, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup aidé. La volonté de réussir, d'une part d'avoir le courage d'aller voir ailleurs, partir à 22 ans avec une valise et rien d'autre et débuter une carrière professionnelle à l'étranger. Il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui de communication, voilà quoi, mais c'était une super aventure et l'ego m'a aidé à réaliser ce rêve en fait, complètement. Qu'est-ce que ça a nourri chez toi quand tu dis c'était génial, c'était une vie de rêve? Qu'est-ce que ça nourrissait comme désir, envie, élan? Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette croissance, justement, tu vois, qu'est-ce qui était agréable? Qu'est-ce qui était nourrissant pour toi dans cette expérience-là? Ce qui était nourrissant, c'était de pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce que j'aurais pu trouver en France. Il y avait encore à l'époque un écart entre ce qui se passait, que ce soit la musique, le cinéma ou la mode. Il y avait encore 6 mois, 1 an d'écart et j'avais l'impression de faire partie de cet élan-là, d'être un peu à la pointe des différentes choses. Et même en termes de carrière, j'avais cette chance par rapport à des collègues qui étaient restés en France de vivre des choses qui sont aujourd'hui superficielles, quoi, mais être dans des avions, rencontrer des différentes personnes, différents lieux, visiter les États-Unis à travers les clients, c'était extraordinaire. Et j'étais jeune, j'avais 22 ans, quoi. Ouais. Voilà. Tu vois, tu dis, il y a plein de choses. Ce sont des choses superficielles, mais là, tu parles de quelque chose qui n'est pas superficiel, à mon sens. C'est rencontrer les gens, vivre des expériences. Alors, c'est peut-être des expériences de joie, de fête. Est-ce qu'on peut dire que c'est superficiel? Les deux, mon capitaine. Donc, il y a le côté où je me la racontais, effectivement, où peut-être je me la jouais un peu, l'homme d'affaires, le businessman, à 22 ans, quoi. Il fallait relativiser un peu. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y avait de vraies rencontres. Il y avait un vrai apprentissage d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre façon de faire des affaires. Donc ça, c'était plus profond, c'était autre chose. Est-ce que c'est pas... est-ce que c'est pas justement ce démarrage de vie, 22 ans, là où on peut justement vivre cette expérience, de se sentir fort, puissant, important, même si après, au fur et à mesure qu'on chemine, on s'aperçoit que c'est pas si simple, on n'est pas si important. Mais c'était limite de la toute-puissance, quoi. C'était quand tu arrives, enfin je me rappelle d'épisodes où je rentrais dans Manhattan, dans New York, donc d'où j'habitais dans le New Jersey, on prenait un tunnel et tu sors de ce tunnel et paf, il y a tous ces immeubles qui te pètent à la gueule. J'avais la musique à fond, j'étais invincible, quoi. J'étais le roi du monde, quoi. Et c'est là où je te dis qu'il y a un aspect superficiel, un peu un ego démesuré. Mais j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là. Qu'est-ce que ça apporte à un être humain de se sentir un jour invincible et le roi du monde?
En fait, se dire que tout est possible, et je me suis rendu compte que c'est une démarche par rapport aux croyances, enfin des concepts que j'ai appris plus tard. Mais en fait, je visualisais ce que je voulais, j'imaginais ce que je voulais devenir ou faire ou être, et de fait, tout ce que je pouvais organiser ou préparer m'amenait vers ça. Et les choses se passaient. Donc il y avait ce côté un peu magique où il me suffisait de le penser, de le vouloir, et ça se concrétisait. Est-ce que c'est pas ça l'élan de vie? Sûrement. Sûrement. Mais c'est aussi ce que je me rends compte, c'est que je n'avais pas de limite ou de limitation. Je n'avais pas de croyance qui venait me dire, François, ne fais pas ci ou tu ne serais pas capable de. Non, tout était possible. Je ne dis pas que tout était facile, mais tout était possible. Si tu le voulais, tu le pouvais. Et ça, c'est un peu ce qu'on sait ou ce qu'on dit des États-Unis, en fait. Hein. C'est que si tu as envie, l'opportunité est là. Si tu la saisis, tu peux réussir. Et je vivais ce rêve américain, qui aujourd'hui, malheureusement, ne me fait plus du tout rêver. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais tu vois, on peut peut-être en parler plus tard, mais l'importance du contexte, l'importance de l'environnement qui nous façonne également dans nos croyances, nos sentiments, notre... tu disais, j'ai pu vivre quelque chose que mes amis français ne vivaient pas en France. Et ça, c'est en fonction du contexte, de l'environnement, de l'entourage dans lequel on baigne. Ça vient nous modeler. J'ai l'impression que c'est plus important que ce qu'on peut dire dans le développement personnel. Aujourd'hui, on est très axé, à mon sens, sur l'individu. Tout est possible. Mais à mon sens, tout n'est pas possible de la même manière si on se trouve aux États-Unis, à Bali, en France ou au Portugal, tu vois. Et le contexte où nous porte, où nous aide à porter nos croyances, nos rêves, notre énergie, ou ça vient aussi nous tirer vers le bas. Alors c'est sûr que moi, et c'est pour ça que j'ai adoré les États-Unis, les États-Unis m'ont tiré vers le haut. Comme je disais tout à l'heure, mes petits copains américains, je les voyais faire... Voilà, tout était possible. Ils gagnaient très tôt, ils pouvaient avoir des jobs, gagner un petit peu d'argent. Certains même étaient dans cette obligation-là pour se payer des études. Et donc, il y avait cet aspect où tout est possible. Alors j'avais pas du tout ce sentiment en France, quoi. Donc oui, tu as raison. Selon où tu es... être né quelque part, c'est une chanson de Maxime Le Forestier. C'est pas, voilà, que tu sois pas anodin. Sur les trottoirs de Paris, d'Alger ou de je ne sais où, c'est pas pareil. Ouais. Pour moi, c'est une notion importante, ça, de ne pas sortir l'individu de son contexte, parce que selon l'environnement dans lequel il est, c'est plus ou moins facile. Il est plus ou moins nourri, il est plus ou moins soutenu par l'environnement. Et après, ce qui est important, et ça je l'ai découvert après, mais inconsciemment, je savais qu'il fallait que je parte. Il y avait quelque chose de... Je vais parler je vais dire toxique. Je ne connaissais pas ce mot, ce terme, ou même l'exactitude de cet état de fait. Mais il y avait quelque chose de toxique à la maison, dans l'environnement dans lequel j'étais. Et donc mon inconscient m'a poussé très tôt à vouloir être indépendant et à partir. J'ai compris après pourquoi, mais après. C'est ça. Je crois que le corps décide aussi pour nous. Peut-être c'est pas conscientisé, mais on sent qu'il faut partir. On sent qu'il faut peut-être changer de boutique. C'est ça. Et aller ailleurs. Ouais. Et puis, tu as changé plusieurs fois de vie. Oh, tu nous le dis très clairement dans ton itinéraire. Et est-ce que, selon toi, est-ce que tu as changé de direction ou est-ce que tu suivais toujours le même chemin ?
Il y a eu en fait rapidement ce fil conducteur de... Alors, il y avait ces échanges dont je parle avec ma grand-mère maternelle, qui était justement, elle, très dans les questions existentielles, spirituelles. Donc, j'écoutais sans forcément tout comprendre, mais c'est un sujet qui m'intéressait. Et depuis ce rêve dont je te parlais, ou ces rêveries où je voyais ce paysage s'estomper, il y avait quelque chose qui me troublait, qui m'intéressait dans ces aspects-là. Mais il y avait cette quête de sens, finalement, qui est venue assez tôt. Me demander pourquoi, moi, dans l'environnement où j'étais, je réussissais. Pourquoi mes sœurs, qui étaient plus âgées, galéraient, alors que nous avions eu les mêmes parents, a priori la même éducation. Donc il y avait des choses comme ça qui me perturbaient et que j'avais du mal à comprendre. J'ai oublié du coup ta question. Mais... Est-ce que tu suivais toujours le même chemin? Ces changements de direction, est-ce que pour toi c'est je change de direction ou est-ce que c'est toujours le même chemin que tu suis? Au final, je pensais prendre différents chemins, mais c'était le même chemin. Dans cette quête de sens et cette recherche en fait de qui je suis, quoi, de qui j'étais. Ouais. Et pourquoi j'étais comme j'étais par rapport, encore une fois, à mes sœurs ou à d'autres personnes. Ouais. Et à quel moment au départ, si je comprends bien, c'est une quête de réussite, et cette quête de réussite, à un moment donné, se transforme en quête de sens. Est-ce que tu as le souvenir de quand est-ce que ça s'est transformé? Ça a basculé professionnellement quand, pour des raisons... pour les mauvaises raisons, j'ai quitté la boîte qui m'avait envoyé aux États-Unis, qui m'avait rapatrié. J'ai quitté cette boîte pour partir travailler pour une autre société en région lyonnaise. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais parti pour les mauvaises raisons. Et je suis rentré dans l'autre boîte aussi pour les mauvaises raisons. Et là, pour le coup, je pense que mon ego ne m'a pas aidé parce que je me prenais pour un autre. Et je n'ai pas voulu voir la réalité, l'objectivité de la situation. Et là, j'ai vécu quelque part un premier échec. Alors, on dit pas un échec, enfin, c'était un apprentissage, j'ai appris quelque chose. Mais au départ, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Ça a été très compliqué. J'étais marié, j'avais déjà 3 enfants. Et puis, j'avais toute la famille reposait sur moi. Là, hein, et là, j'ai eu un grand moment de solitude. Et là, je me suis dit, François, tu sais faire que de la logistique, tu sais que parler anglais. Il faudrait peut-être essayer de faire autre chose. Et puis, j'avais cette croyance depuis le début de ma carrière que à 50 ans, j'avais un risque de mourir d'une crise cardiaque. En fait, quand j'ai commencé donc à 22 ans, je voyais les anciens là à 50 ans. À l'époque, ça picolait, ça clopait. Et je les voyais, soit des cancers, soit des crises cardiaques. Et donc, j'avais en arrière-boutique l'idée de changer d'orientation à la cinquantaine et m'orienter peut-être vers les métiers de l'accompagnement, justement, du coaching ou de la formation. Et c'est comme ça que... Tu te projetais quand tu aurais 50 ans? Ouais. Et tu avais quel âge quand tu... Les premières projections, ça a été vers... à la trentaine. Quand je suis rentré de ma première expatriation des États-Unis, ouais. Que je réintégrais l'environnement professionnel français, là, j'ai commencé à penser à me projeter là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à l'analyse transactionnelle, qui a donc un aspect clinique, mais qui a un aspect organisation, et qui amène justement au métier de coaching, d'accompagnement, de formation. Et c'est une formation qui m'a passionné. Le cours 101 en analyse transactionnelle a des préceptes très simples, évidents. Et ce que je dis, c'est que tout je le dis dans le bouquin, ouais. Tout élève, tout étudiant devrait suivre ces 12 heures de cours comme on fait de la philosophie ou comme on fait du français au lycée. On devrait faire cette formation qui apprend à interagir avec les autres et aussi interagir en interne avec nos différentes parts.
C'est très, très éclairant, cette formation. Ça a changé quoi pour toi? La compréhension, la connaissance de toi, des autres? L'introspection, le dialogue interne, il est arrivé à ce moment-là. Ah ouais. Ouais. L'analyse transactionnelle. Mm. Et puis, dans ton livre, tu parles d'une chose aussi, c'est la découverte d'un secret de famille. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que ça a changé en profondeur? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent découvrir des secrets de famille, ou bien il y a des secrets de famille et la personne, elle n'en a pas conscience puisque c'est un secret, et ça peut vraiment avoir dans sa vie des répercussions importantes, puisque quand ce secret est révélé, il peut y avoir et un soulagement, peut-être inconscient, une déflagration, ça change quelque chose, un secret de famille. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors ça a été une déflagration interne, une implosion. Oui. Et c'était à la même période que ce changement de société, quand j'étais en région lyonnaise. Et heureusement que j'avais commencé les études en analyse transactionnelle et que je faisais une thérapie pour pouvoir contenir en fait ce qui s'est passé. Ce qui a été notable, c'est de se rendre compte que une partie de nous sait. Une partie de moi savait, alors inconsciemment certes, mais savait. Et c'est quelque chose qui pesait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des traumas, ou de l'amnésie traumatique, ou je ne sais quel terme on pourrait y mettre, mais voilà, une partie de nous sait. Et l'analyse transactionnelle m'a aidé, mais l'étape suivante, c'est vraiment l'AIT qui me l'a amené. Je suis sûr qu'on en parlera, mais c'est cette révélation du secret de famille a été une déflagration interne pour moi. Et j'ai pu d'autant plus le gérer quand ensuite j'ai accompagné des gens en thérapie et que j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir dans la vie des gens et comment la mise en lumière de ces secrets pouvait aider à soulager les individus, quoi. Oui. J'ai discuté avec une personne qui s'interrogeait en tant que parent s'il fallait qu'elle dise à sa fille quelque chose qu'elle gardait secret. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens comme ça qui sont dans cette interrogation? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Parce qu'ils sont rongés par ça aussi. Ouais. Et à un moment donné, il faut couper le lien. C'est souvent des histoires de famille. Et il faut couper cette chaîne invisible, mais qui vient, j'allais dire menotter, mais qui vient attacher, lier les gens dans un trauma. Et oui, il faut parler. Il faut dire. Alors, il y a un moment pour dire les choses. Il y a des mots différents selon l'âge de l'enfant. Mais le moyen d'arrêter le secret, c'est de le révéler. Et je parle dans un des cas cliniques d'une jeune fille qui a été violée par son frère aîné de l'âge de 6 ans à 16 ans. Et sa demande, elle voulait que je l'aide à vivre avec ce secret et ne surtout pas le révéler pour pas que sa famille explose. Et oui, garder un secret, ça peut être vouloir protéger les autres. C'est ça. Si ce n'est que je ne pouvais pas accepter ce contrat, même si je ne lui ai pas dit au départ. Mais le but du jeu, c'était c'était elle la victime, pas la famille ou pas son frère. Et donc de bien comprendre ça. Et au final, la guérison pour elle a pu se faire et le nouveau départ a pu se faire quand elle a pu révéler à ses parents ce qui s'était passé. Donc vraiment, c'est un accompagnement, pas pour révéler le secret de famille, mais pour se libérer soi-même de ce poids que l'on porte, que la personne porte. C'est ça. Ou parfois les gens ne se reconnaissent pas en tant que victimes.
Ils vont développer une culpabilité. Alors, il y a le cas que je citais, Ouais. mais il peut y avoir aussi le secret de famille où la mère a été violée et elle n'en parle pas. Pour autant, elle va avoir des comportements dans l'éducation de sa fille que, inconscients ou pas, que la fille ne va pas forcément comprendre et qui vont, elle, l'amener à avoir des comportements qui peuvent potentiellement la faire souffrir, mais elle ne sait pas pourquoi elle agit comme ça. Et c'est là que la révélation du secret de famille va être aidant et va permettre de mettre des mots, du sens sur des attitudes, sur des façons d'échanger, de partager avec la mère, ou comprendre pourquoi la mère fonctionnait comme ça. Pourquoi elle était en souffrance ou pourquoi elle faisait souffrir ses enfants. Et quand cette personne a révélé le secret, est-ce que les peurs qu'elle avait se sont révélées exactes? Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont peur de révéler le secret et parce qu'ils ont peur que la famille éclate, explose. Peut-être qu'ils ont peur de se faire agresser aussi ou nier. Je pense à une de mes clientes où elle a révélé un secret du même type de celui que tu racontes. Et elle a été abusée par une personne de sa famille. Et quand elle a révélé, sa mère était tellement choquée qu'elle lui a dit « C'est pas possible, tu mens ». Est-ce que tu as accompagné des gens c'est un risque. Je n'ai pas eu ça parce que avec Haïté notamment, on parlait de l'ego tout à l'heure. Ce qui est important dans le processus thérapeutique, c'est justement de renforcer l'ego pour que la personne puisse arriver à gérer la situation et à comprendre, remettre les choses à leur place. C'est elle la victime, c'est pas le frère ou la famille ou qui que ce soit. Et donc il y a un processus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai accepté de l'accompagner sans accepter sa demande. Parce que dans un premier temps, on a renforcé son ego, la confiance en elle, la compréhension que c'était elle la victime. Et une fois que ce travail a été fait et acquis, alors on a pu passer à l'étape supplémentaire. Et dans le cas de la personne dont je parle, les parents ont accueilli, ont entendu, ont écouté, et la mère elle-même a révélé qu'elle avait été victime d'inceste. Et quelque part, je ne sais pas si c'était conscient de la part de la mère, mais en tous les cas, ils n'ont pas voulu voir ce qui se passait chez eux, quoi. Ouais. Il y a cette étape dont on parlait, c'est qu'au départ, il y a la connaissance, et ensuite, on fait de l'expérience. Par rapport à cette expérience, j'aimerais qu'on aborde comprendre ce qui transforme un homme, un être humain. Tu nous dis que le premier événement qui a transformé ta vision du monde, ça a été ce retour en France. Ça a été ça, si je comprends ce que tu dis. Et ensuite, il y a eu ce secret de famille. Qu'est-ce que ce secret de famille a changé en profondeur chez toi? Ça a changé ma position, les croyances que je pouvais avoir sur moi, justement sur mon ego, sur mon potentiel, sur ce que j'étais ou qui j'étais, quoi. Ça a cassé un mythe? Ça a cassé le mythe du super cadre dirigeant. Et ça a dégonflé un peu. J'ai dégonflé. J'ai revisité mon parcours avec cette information, avec cette information. Et ça a éclairé beaucoup de choses. Et puis, oui. Et est apparu pour moi quelque part pour la première fois le terme d'humilité. En disant j'ai peut-être besoin de travailler sur l'humilité. Voilà. Ouais, l'humilité, c'est un... Justement, quand tu parles de ton livre, ne serait-ce que le titre du livre, Itinéraire d'un homme qui voulait devenir sage, est-ce que l'humilité est le compagnon du sage? C'est une belle question de philosophie. Vous avez 4 heures Vous avez 4 heures. pour répondre.
Est-ce que pour toi, la sagesse et l'humilité En, sont... en tous les cas, oui, encore une fois, c'était une vision du petit François à 7-8 ans, quand je rêvassais sur mon lit. Je m'imaginais Mm. vieillir, je me voyais vieux et effectivement sage. Et pour moi, le sage, c'est quelqu'un qui a vécu et qui va transmettre son expérience. Donc j'imaginais vraiment ça de ma vie. Et la vie fait que je vis ça en accéléré, mais c'est ce que j'imaginais. Et je l'imaginais dans un contexte de sagesse en fait bouddhiste ou chinoise. Enfin, à 7-8 ans, j'avais voilà, cette vision de... Le sage, c'était un vieil asiatique qui transmettait, qui laissait une trace dans le monde. Voilà. Et puis, il y a eu le diagnostic cancer, Mm. qui est arrivé il y a combien de temps? Il y a 13 ans. Il y a 13 ans, par hasard, je faisais un bilan de santé et lors d'une prise de sang, on a découvert un taux anormal de protéines dans le sang. Et donc, quelque part, j'ai eu la chance qu'on le découvre avant qu'il ne soit déclaré. Mais là aussi, ça a été une deuxième déflagration. Parce qu'à moins de 50 ans, quand on entend le terme cancer, pof, égale mort, quoi. Hein. Et j'avais... ma plus jeune fille avait 13 ans, mon fils 15 ans, mon aîné 19 ans. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ou je peux pas les abandonner. C'est compliqué, quoi. Là, c'est très compliqué. Tu es aux États-Unis ou tu es en France quand tu as... Je suis aux États-Unis. Tu es aux États-Unis? Ouais. Après une expatriation en Tunisie, où j'avais passé 3 ans. Et on a fait directement Tunisie, États-Unis. Et c'est en arrivant aux États-Unis, qu'en trouvant un nouveau docteur, que voilà, j'ai fait ce bilan. Et c'était un vrai choc. Des peurs, une remise en cause totale de mes croyances. À cette époque-là, tu n'étais pas encore thérapeute? Non. Alors, je l'étais sur le papier, Ouais. mais je ne le pratiquais pas. Puisque donc j'ai fait les études en analyse transactionnelle. Ces études, je les ai faites de 2005 à 2009. Et en 2009, j'ai eu la validation pour commencer à recevoir des gens. Mais c'est aussi le moment où j'étais envoyé par ma boîte pour prendre la direction de la filiale en Tunisie. Donc je ne pouvais pas pratiquer. Quelle vision ça a changé, ça, ce diagnostic? Parce que tu pratiquais pas encore, mais tu avais une vision de la thérapie, de l'accompagnement. Alors je me servais beaucoup de ce que j'avais appris dans mon management. Ouais. Et en plus dans un pays qui a vécu, et nous étions en Tunisie quand il y a eu un changement de régime. Ouais. Donc j'étais moi dans une logique de management participatif, Ouais. alors que les gens étaient encore dans une notion très patriarcale et attendaient justement un lien direct des ordres un peu de dictateur, hein, si je parlais ainsi. La verticalité. La verticalité, ouais. ouais. Et alors que j'ai amené de l'horizontalité dans le management, responsabiliser les différents chefs de service, ne pas intervenir dans toutes les décisions, mais responsabiliser les gens à leur niveau. Donc ça m'a beaucoup aidé, l'analyse transactionnelle et la démarche thérapeutique m'ont aidé à moi et m'ont aidé à accompagner les gens. J'étais un peu, mes collaborateurs appréciaient l'aspect du manager coach, en fait. Ouais. Ouais. Et moi, je trouvais ça très valorisant pour moi, en tous les cas. Ouais. Ouais. Et le fait d'avoir ce diagnostic, ça change quoi? Est-ce que ça change quelque chose déjà? Et si oui, dans ta façon de manager, d'accompagner les gens dans leur mission? Alors, j'étais effectivement aux États-Unis. La situation avait changé. Au départ, j'étais dans une plus petite structure avant de prendre la direction d'une structure plus grosse. Ça change beaucoup de choses, en fait. C'est de se rendre compte
de ne surtout pas se voir indispensable et être beaucoup plus dans le management et la gestion de processus que de l'homme indispensable ou l'homme providentiel qui va tout régler lui tout seul, quoi. Et donc ça remet l'individu à sa place, dans ses responsabilités, et à responsabiliser les différentes personnes. Ouais. On se sent immortel. On se croit immortel, oui. On se croit immortel, on se sent immortel, on vit comme si on était immortel. Mm. Alors peut-être que on le sait tous qu'on va mourir, je crois, avec la tête. Voilà, on le sait. C'est un concept. C'est un concept. C'est loin, Certaines personnes évitent d'y penser, n'y pensent absolument jamais. Ou certains pensent que d'y penser, ça porterait la ch'couille. Et donc, il ne faut surtout pas y penser, surtout pas parler de la mort. Il ne faut surtout pas y penser, c'est exactement. Surtout dans nos sociétés, je crois que la mort est une notion taboue. Je suis issue de la campagne. Mon père était issu du monde paysan. Et donc, enfant, on était confronté à la mort. Parce que si on voulait manger un poulet, il fallait le chercher dans le poulailler, le tuer et le cuire. Et aujourd'hui, dans cette société, je vais parler de ce qu'on vit nous, française, on ne voit plus, on voit pas un seul abattoir, on voit pas la mort, tout ça c'est emballé sous du papier cellophane. Et même ils changent même les noms. C'est-à-dire que à la campagne, on va voir les poules, mais à table, c'est du poulet. Tu vois, il y a la vache et puis il y a le bœuf. Alors que c'est le même animal, en vrai. Et donc, on n'est pas confronté à la mort. On n'en parle pas. On se demande si on en parle aux enfants. Je ne sais pas si on t'a déjà, toi, posé la question, mais il y a des personnes qui se demandent, est-ce que quand il y a un décès dans une famille et qu'il y a un enfant, est-ce qu'on doit lui dire, déjà Et puis, est-ce qu'il doit aller à l'enterrement ou pas Quel est ton point de vue ? Moi, je pense qu'il faut en parler, il faut justement lever ce tabou, parce que c'est un processus qui fait partie intégrante de la vie. La mort fait partie intégrante de la vie. Quelles que soient les croyances spirituelles ou religieuses, c'est une réalité. Et pourquoi en faire un secret ? Pourquoi le cacher ? Donc, encore une fois, en fonction de l'âge de la personne, il y a différents mots que l'on peut poser, mais il ne faut surtout pas nier la mort, quoi. Elle est là. Et la chance, quelque part, que nous avons eue dans ma famille, c'était justement de pouvoir se préparer à ma mort. Mes enfants jeunes ont pu me poser des questions. Je me rappelle de m'être retrouvé avec mes 3 enfants et je leur ai dit, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous avez envie de me poser, quoi. Et par rapport à ça. Donc ma plus jeune qui avait 13 ans, c'était Lucille, est-ce que tu vas mourir dans 3 mois ? Je fais non, pas dans 3 mois. Bah alors ça va alors. Ah, ouais. mais voilà, on s'y prépare et je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et puis pour la personne, quoi. Parce que pour la personne, la personne malade, c'est important de pouvoir exprimer ses peurs, ses émotions, et ne pas les garder, les étouffer, mais les partager. Alors il y a différents espaces pour ça, que ce soit la famille si elle est réceptive, ou des amis, ou un accompagnateur quelconque, thérapeute ou autre, psychologue. Dans les services de cancérologie, il y a systématiquement des psychologues qui sont là aussi bien pour le malade que pour les accompagnants. Oui. Donc ce sont des notions qui sont très importantes, de pouvoir partager et parler de ça. Ouais. Est-ce que ce diagnostic cancer a eu un cadeau à t'offrir ? Il a eu plein de cadeaux à m'offrir. Ouais. Mais d'abord, il m'a permis de changer de vie, déjà de me rendre compte que je n'étais pas indispensable, que je n'étais pas le super cadre dirigeant, et que j'étais un numéro et que j'étais interchangeable instantanément. Pourquoi c'est un cadeau ? C'est un cadeau parce que ça enlève une pression énorme sur les épaules.
J'avais beaucoup d'estime et de respect pour la boîte pour laquelle je bossais. En fait, parce que je suis retourné travailler pour la boîte qui m'avait envoyé la première fois aux États-Unis, qui m'a renvoyé une seconde fois. Donc j'avais beaucoup de gratitude pour cette maison qui m'avait fait confiance. Mais je voulais leur rendre cette... au centuple. Enfin, voilà, je me sentais vraiment redevable et je portais sur moi des choses que je n'avais pas apportées, quoi, hein, et qui étaient en fait trop lourdes. J'avais préparé, enfin, quand j'étais diagnostiqué, que je savais que j'allais avoir des traitements, j'avais vu les RH au siège à Paris en leur disant je ne vais pas m'arrêter ou je vais faire ça comme ça au bout de 2 mais j'étais complètement dans le déni et dans l'illusion, quoi, hein. Est-ce qu'on peut dire que tu étais complètement absorbé par ta fonction? Ah, mais complètement. Et là, tu prends une grosse claque et puis tu réalises que de toute façon, voilà, tu fais un pas sur le côté, il y a quelqu'un qui va venir te remplacer et la boîte va continuer à tourner, peut-être même mieux qu'avec moi. Donc ça, c'est le premier cadeau, en fait, hein, c'est dégonfler le ballon, un peu d'humilité. Le deuxième cadeau, ça a été la rencontre avec l'AIT, puisque quand je suis arrivé aux États-Unis, donc pour cette deuxième expatriation en 2012, j'ai voulu continuer mes études en analyse transactionnelle, et j'ai travaillé avec un des vieux pontes de l'analyse transactionnelle, Van Joins, qui aussi faisait de l'AIT. Et quand j'ai été diagnostiqué, que j'en ai parlé avec lui, il m'a proposé de faire ce travail énergétique. Alors pour moi, c'était... je ne savais pas de quoi il parlait, je ne comprenais pas du tout. Ils n'en parlent pas d'analyse transactionnelle de l'énergie. Et pourtant, les dynamiques des mouvements entre les états du moi, c'est vraiment de l'énergie, quoi. Mais bon... Et donc ça, c'était ce premier cadeau, c'était cette rencontre avec ces nouveaux concepts, cette nouvelle formation, ensuite la rencontre avec Asha Clinton, ensuite Asha Clinton, c'est la personne qui a développé l'AIT, qui l'a créé. Qui l'a créé, oui. Qui l'a créé. Et puis ça a été le retour en France, ça a été justement la transmission... de l'AIT, le développement de l'AIT en France, moi-même de pouvoir, étant en invalidité, j'ai créé une association pour pouvoir promouvoir l'AIT. Donc j'ai commencé dans le cadre associatif à recevoir aussi des clients, et ça a été un changement radical, quoi, du management, de la direction de boîtes, de filiales, à l'accompagnement de personnes en individuel ou la formation de thérapeutes. C'était un cadeau énorme. Est-ce que tu as vécu le syndrome de l'imposteur? Il y a pas mal de personnes qui parlent de ça aujourd'hui. Alors, parce que tu vois, cette transition entre je suis cadre dans une grosse boîte et je me prends pour Superman, et puis fin de compte, je m'aperçois que je ne suis pas du tout Superman. Donc là, il y a quelque chose qui meurt, qui est détruit, qui doit se transformer. Tu rencontres l'AIT, d'abord l'analyse transactionnelle, puis l'AIT, et tu deviens accompagnant, tu deviens thérapeute. Est-ce que dans cette transition, tu as eu des doutes? Tu dirais que tu as vécu le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu t'es senti à ta place? Le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu, mais par rapport à la maladie. Ok. En fait, je me sentais prêt à accompagner. Je l'avais fait dans le cadre professionnel, en étant manager coach, et en toute humilité, je pense que je le faisais assez bien. J'ai eu de chouettes retours, aussi bien de mes collaborateurs que de ma direction. J'ai été formé, et j'étais en formation de 2006 jusqu'à plus de 2012-13, puisque quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne pouvais
je ne pouvais pas pratiquer, mais j'avais intégré un groupe de supervision et un groupe didactique. Donc je continuais à pratiquer, à m'entraîner. On faisait des séances de simulation avec des thérapeutes. Donc je me sentais assez prêt. Le syndrome de l'imposteur, c'était plus dans la légitimité d'accompagner quelqu'un alors que j'étais malade et le risque de devoir arrêter un processus thérapeutique alors que quand tu rentres dans l'intimité d'une personne, il y a un engagement à aller au bout du processus. Tu leur disais systématiquement. Aux personnes, tu étais transparent par rapport à ça? Systématiquement. Et au départ, j'allais dire plus de 50% de ma clientèle étaient des thérapeutes. Des gens que j'avais soit formés, soit qui avaient eu vent de l'AIT. Et donc les gens connaissaient ce principe-là. Mais l'imposture, elle a été à ce niveau-là. Mais et quand les gens étaient conscients de ça et validés, alors ce syndrome est vite parti, quoi. Ouais. C'est comme si la connaissance, savoir, comprendre, nous protéger. Je me rappelle, j'avais lu une histoire qui m'avait beaucoup touchée sur les réseaux sociaux d'une jeune femme qui était prof de yoga. Et prof de yoga Instagrammable. Tu vois, je vis à Bali, j'ai un corps parfait, je suis jeune et belle, et prof de yoga, et avec une alimentation maîtrisée, tu vois, des émotions positives, tout ça. Et cette jeune femme a déclaré un cancer, et elle a arrêté d'être sur les réseaux sociaux. Et quand elle est revenue, elle a dit... Ce qui était le plus difficile pour moi, c'est la honte que j'ai ressentie. Comme si c'était une trahison, comme si c'était pas normal, étant donné que voilà, tout semblait, le mythe qui a été brisé, c'est tout semblait maîtrisé. Et donc si je maîtrise tout, bien sûr, je ne serai pas malade. Mais la maladie, c'est pas une équation, si je fais A plus B plus C, alors je ne serai pas malade. Et donc elle a eu, pour pouvoir revenir, à traverser et à se libérer de la honte et de la culpabilité. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont dans ce fantasme, si je fais tout bien, alors je ne serai pas malade, ou les personnes qui vont projeter... sur une personne qui déclare une maladie, de la toute-puissance. Fais ci, fais ça, si tu fais les choses correctement, alors tu vas guérir. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Tu parles de toute-puissance, ça me fait penser à... Je me rappelle une fois, alors que j'étais malade, déjà en traitement à Montpellier, et j'attrape une crève, quoi, une sorte d'angine. Et je vais voir rapidement mon toubib qui n'était pas là, et j'ai vu sa remplaçante. Et la première question qu'elle me pose, c'est, mais elle me dit, vous venez me voir, c'est pas très grave, une angine, vous avez l'air inquiet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dites que vous avez peut-être immunodéprimé? Et je lui explique que j'ai un myélome multiple. Et là, le toubib s'effondre. Elle se met à pleurer, et les rôles, quelque part, s'inversent. C'est moi qui suis dans l'accompagnement, finalement, dans le soutien. Et elle m'explique que son beau-frère venait de mourir d'un myélome et que elle, toubib, n'avait pas pu l'aider. Et elle pensait qu'elle était dans cette toute-puissance du toubib qui doit à tout prix sauver les gens. Donc cette toute-puissance, ce ne sont que des croyances. Et je reviens à l'AIT, mais le travail sur les croyances fondamentales ou les croyances dysfonctionnelles est majeur, puisque ça va permettre justement de remettre les choses à leur place, de relativiser et d'avancer, quoi. Merci pour ce partage, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont piégées par ce sentiment de toute puissance, et donc
voient la maladie comme quelque chose qu'ils auraient mal fait, ou pas assez bien fait, ou je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de... comme si c'était une punition. Je suis passé par là, Oui. puisque dans ce cheminement, il y a eu cette quête, cette recherche en fait de cause. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi si jeune ? Voilà. Et donc j'ai fait tout ce travail. Il y a eu un travail d'abord en analyse transactionnelle, puis en AIT, et puis dans les profondeurs, travail archétypal d'AIT. Et ensuite, je suis allé faire d'autres types d'expériences parce que j'avais cette croyance qu'il y avait quelque chose que j'avais fait et mal fait et qui m'a rendu malade. Et donc, quelque part, l'illusion que j'avais, c'était de pouvoir connaître la cause pour pouvoir guérir. Comme si la guérison était un état final, un point d'arrivée, alors que finalement, ce n'est qu'un cheminement, quoi. Et c'est ce que m'a appris l'AIT et les expériences hautes que j'ai pu faire. Mais ça a été une révélation et ce chemin de spiritualité que m'a permis d'entamer notamment AIT. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de l'AIT. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'AIT, comment tu as envie de le présenter ? Nous, on s'est rencontrés justement l'AIT grâce à l'AIT, parce qu'on s'est rencontrés, j'avais entendu parler de l'AIT, j'avais vécu un stage avec Lisa Rankin sur une journée, et ça avait été bouleversant pour moi de voir cette méthode qui semblait simple. Elle est simple, en réalité, dans ce qu'on met en œuvre. Et en même temps, c'est tellement profond. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'AIT, tu as envie de leur présenter comment ? Alors, tu en parles beaucoup dans ton livre. Hein, si je renvoie les personnes au livre pour découvrir l'AIT. Oui, j'en parle beaucoup. En fait, le livre est en trois parties. Et la deuxième partie est quelque part un livre dans le livre, et c'est vraiment présenter au grand public ce qu'est cette méthode. Merci d'avoir écrit cette partie, parce qu'en langue française, on est un peu en galère. Et même en langue anglaise. Pour renvoyer à des ouvrages. Et ça me fait penser à la naissance de l'EFT en France, où au début, on n'avait aucun livre, aucune. Fallait tout écrire soi-même pour... on n'avait pas grand-chose en tout cas. Donc merci vraiment pour cette partie qui est, à mon sens, très complète. Et je connais l'AIT puisque tu m'as accompagnée jusqu'à devenir moi-même formatrice de cette méthode. Et encore, en lisant ton livre, j'ai découvert des subtilités de l'AIT. Voilà, j'aimerais que tu nous en parles. C'est quoi l'AIT ? J'ai aussi découvert des subtilités de l'AIT en l'écrivant. C'est incroyable, quoi. Mais l'AIT, moi, ce qui m'a surpris et qui était complètement nouveau pour moi, c'était la notion énergétique. Le corps. Comment est-ce que il y avait ce lien entre le cérébral et le physique et le corps, quoi, ce qui peut être engrammé dans le corps, et comment notre corps pouvait répondre. Alors, un des piliers de l'AIT, c'est le test musculaire. Donc notre corps a une intelligence, a une mémoire que l'on peut venir interroger. Donc Asha Clinton a emprunté ce test musculaire à la kinésiologie, et donc le corps, la masse musculaire va venir répondre oui, non à quelque chose qui est bon ou pas bon pour nous. C'est un moyen d'investiguer finalement aussi, et ça pour moi c'était limite l'ordre de la magie, quoi. Donc ça m'a stupéfait, et puis de voir que ça marchait. Le test musculaire, est-ce que tu peux juste en dire quelques mots ? C'est un test qui dit musculaire, mais c'est un test énergétique ? En fait, c'est une réponse où le corps... peut-être que tu le présenterais mieux que moi, parce que tu sais bien en parler, mais en fait, s'il y a une masse musculaire qui va... Un des exemples que l'on peut donner, c'est quand on va donner une mauvaise nouvelle à quelqu'un, on lui demande de s'asseoir.
parce que sinon, elle peut chuter. C'est-à-dire que le muscle lâche. Et la personne ne tient plus. Donc ça, c'est une des explications, quelque part, du test musculaire, ou comment le corps va réagir à une information positive ou négative. Donc, mauvaise nouvelle, clac, la masse musculaire lâche. Et donc, on va venir tester en donnant une phrase, en donnant une information à la masse musculaire qui va tenir, résister ou qui va lâcher. Voilà. Et quand on fait un test musculaire, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne, par exemple, il y a plein de façons de faire le test musculaire, mais on peut lui demander de tendre le bras et on va appuyer sur son bras. Donc soit le bras, il va tenir, on appelle fort, soit voilà, il reste tonique, soit il y a un petit effondrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait dire des affirmations à la personne, et selon comment son corps reste tonique ou s'il y a un effondrement, ça dit oui ou ça dit non, c'est ça. C'est ça. Et donc ça a été la première chose, effectivement, qui m'a surpris, comment le corps pouvait effectivement, avait des informations, pas simplement le cerveau. Et la deuxième chose, c'était effectivement ce qui pouvait être ancré, la mémoire qu'il pouvait y avoir dans le corps. Donc quand j'ai commencé à travailler avec Van Joins ou après avec Asha, c'était de ressentir physiquement des choses, réagir, des abréactions à ce qui normalement était purement psychologique. Et bien là, non, avec le mouvement, le travail énergétique, il y avait différentes réactions, que ce soit des relâches, des frissons, du chaud, du froid, des rauds, différentes manières d'exprimer, de relâcher. Alors ça, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce corps Tu as découvert que le traumatisme était dans le corps, que la charge traumatique. J'ai découvert que la charge traumatique est dans le corps. Et j'ai aussi découvert que j'avais un corps. Parce que je pense que j'étais dans le déni du corps. Je n'aimais pas mon corps. Je me trouvais gros. Je me trouvais pas forcément beau. Et hop, j'avais dissocié de mon corps. Et l'AIT m'a permis de me remettre à sentir mon corps, mes sensations. Et ça, c'était un cadeau énorme. Et effectivement, de se rendre compte que des traumas, que le corps a une mémoire. Et pas simplement le cerveau. Le cerveau, lui, il est intelligent. C'est que quand il y a un trauma, l'inconscient va venir l'enfouir pour pouvoir gérer la situation au moment où le trauma arrive. Donc ça, c'est trop dur à gérer. Allez hop, on met ça dans l'inconscient. Mais le corps, lui, garde une trace. Et donc c'était cet apport corporel, psychocorporel par rapport à l'analyse transactionnelle ou à une autre méthode plus classique, qui pour moi a été révolutionnaire en fait. Ce qui pour certaines méthodes de thérapie est une finalité, hein, justement la mise au jour d'un trauma ou autre, n'est que le commencement en AIT. Parce qu'ensuite, on va faire un traitement énergétique, on va évacuer, on va enlever, Enfin, il y a plein de termes qu'on peut utiliser, mais vraiment, c'est faire partir cette énergie-là pour ensuite ancrer quelque chose, le remplacer par quelque chose de positif et de constructif. Et surtout, relancer la machine énergétique, le flux énergétique en nous. Les libérations se font comment en AIT ? Quand tu parles de libération et d'énergie, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Sur le processus, comment est-ce qu'on travaille ? Sur le processus. Le processus, donc on va travailler avec les chakras. Donc la croyance, c'est que l'information se trouve physiquement dans les chakras. Hein, les chakras, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont chakra veut dire, en sanskrit, veut dire roue. C'est un système énergétique. Donc les 7 chakras principaux, hein, qui partent de la couronne, du front, de la gorge, du cœur, du plexus, et puis de la racine. Ce système énergétique permet la circulation
de l'énergie en nous. Et donc ça, c'est la croyance, c'est la médecine chinoise, hein, c'est une très vieille tradition, c'est que pour être en bonne santé, il faut qu'il y ait une bonne circulation de cette énergie. Et si un trauma, un malaise, un mal-être vient s'engrammer dans un des chakras, alors le rouage bloque et la circulation se fait mal, et ce qui est la cause en fait potentiellement d'une maladie. Et donc on va venir déverrouiller, on va venir mettre un peu avec une burette de l'huile pour pouvoir refaire partir le système. Donc AIT va identifier dans quel chakra l'information, le trauma est venu s'engrammer, et on va l'enlever. Et c'est là qu'il se passe des choses incroyables, quoi. Donc en termes de sensations. Moi, j'ai vécu du chaud, du froid. J'ai pas mal roté aussi. C'était une manière d'évacuer. Voilà, principalement, c'est l'expérience que je peux en faire. En fait, pour compléter, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, la libération est extrêmement simple. On pose juste la main sur un chakra et on va nommer le problème. C'est ça. C'est pas des... Tu vois, en acupuncture, on plante des aiguilles. Dans d'autres méthodes, on fait des massages. On va vraiment aller enlever des couches. Alors qu'en réalité, c'est très doux. La méthodologie est très douce. On va juste poser la main sur un chakra en restant concentré sur le problème, en le nommant, en faisant une phrase simple. Dans ton livre, tu nous donnes plein d'exemples et merci pour ça. Parce qu'on a peu de... En fait, ce que j'ai voulu, c'était... donc, il y a 7 cas cliniques qui vont traiter de 7 cas vraiment différents. Et j'ai ajouté en annexe, justement, les phrases qui avaient pu être créées par les clients, hein, ou en collaboration avec moi, pour justement avoir ces exemples-là. Mais notre corps comprend des affirmations simples et les plus courtes possibles, et venir toute ma honte ou toute la culpabilité d'avoir fait ceci. Et la répéter sur chacun des chakras. Et on va sentir un picotement, on va sentir un mouvement, on va sentir cette évacuation. Et quand on élimine, on part du haut vers le bas, on renvoie à la terre cette énergie qui était en nous. Oui. Ce que j'aime vraiment dans cette méthode, c'est sa douceur. Quand j'en parle, je peux pas m'empêcher, ou on me pose des questions sur la comparaison entre l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est aussi une méthode de psychologie énergétique, et cette méthode-là. Je trouve que l'AIT, c'est une méthode qui est fantastique pour les gens qui sont très dans le mental, qui sont blablabla, 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 qui sont à raconter, à essayer de comprendre, à essayer de chercher du sens trop. Quand je dis trop, c'est que c'est quand on va être... Je me mets dedans du coup. C'est quand notre ego, notre mental, cherche une résolution dans la compréhension du problème. Et le trauma est dans le corps, comme tu dis, la charge traumatique du trauma se trouve dans le corps. Et c'est pas avec des explications que ça lève les charges traumatiques. Et donc, je trouve que c'est une méthode qui est d'abord avec le test musculaire, qui est fantastique parce qu'il n'y a plus trop besoin de réfléchir en fait. Ça va être le corps qui va donner ses oui et ses non et qui va donner des pistes. Et ensuite, la libération est très douce, où on pose juste une main sur le chakra, on reste connecté, on dit la réalité de la problématique, toute cette honte que j'ai ressentie quand, nanana. Et tout doucement et tranquillement, on peut sentir cette dissolution. Donc c'est vraiment un processus doux et profond. Oui, et qui aide les gens à percevoir rapidement une amélioration. Parce qu'avec les rondes, et quand on amène à zéro cette charge, et que ça enlève un poids. J'ai souvent entendu ça de clients ou de clientes, en fin de session, c'est de dire « Ah, ben, je me sens plus léger » ou « Je me sens détendu ». Donc même si le processus, c'est pas une méthode brève, hein, l'AIT, c'est un vrai processus thérapeutique, mais on en sent rapidement les bienfaits grâce à cette
cet allègement, en fait. Tu dis que ce n'est pas une méthode brève. Je pense que dans les thérapies brèves, l'AIT peut être catégorisée dans thérapie brève, dans le sens où ça ne dure pas 10 ans. Non. Mais ça va durer un véritable accompagnement, hein, de peut-être 1 an, 6 mois. Voilà, c'est dans ce sens où c'est bref. On peut venir effectivement pour un problème très ponctuel, oui, et il peut être réglé en entre 6 et 10 heures. Et vraiment des problèmes importants. Mais ce n'est pas un processus thérapeutique, et on vient gérer juste un problème. Oui. Mais oui, en tous les cas, c'est plus rapide que certaines... C'est pas une psychanalyse, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer 15 ou 20 ans. Et c'est assez rapide. L'expérience que moi j'en ai eue et l'expérience que je peux avoir dans mon cabinet, c'est assez... oui, doux, rapide, profond et assez rapide. Est-ce qu'on peut faire l'AIT en auto-soin ? Alors, on peut le faire, bien sûr. C'est un peu un pansement entre des séances, parce qu'il y a des croyances dysfonctionnelles, des résistances qui font qu'on va avoir peut-être du mal soi-même à aller trouver le trauma d'origine. Hein, si on continue dans l'explication d'AIT, le principe qu'a trouvé Asha Clinton, hein, qui maintenant se révèle exact dans différentes méthodologies, mais c'est d'aller chercher le trauma d'origine. On part de ce qui est dysfonctionnel, de ce qui fait souffrir la personne aujourd'hui, et on part du principe qu'il faut aller trouver son origine, traiter l'origine pour pouvoir soulager et guérir, et faire donc traiter le lien de cause à effet comme un trauma à part entière. J'ai trouvé ça extraordinaire dans l'AIT. On va aller travailler sur le trauma d'origine qu'on va chercher et trouver avec le test musculaire. C'est lui qui va nous répondre. Puis Asha a vraiment fait des grilles de lecture. Elle appelle ça des matrices, où on va aller interroger. Elle a fait un travail extraordinaire de cheminement, en fait, de questionnement à avoir pour aller au fond des choses. Et franchement, il y a des questions, si je les avais pas lues, je me les serais jamais posées. Et on va aller travailler ce qu'on appelle en AIT le trauma d'origine, puis le trauma qui a amené les personnes jusque dans notre cabinet, le trauma actuel. Enfin, comment se rejoue le trauma actuel, le trauma ancien dans notre vie d'aujourd'hui. Et justement, il y a un lien entre les deux. Parce que j'ai vécu ça, aujourd'hui je vis ça. Et ça, ce lien-là, on fait des séances de libération, comme si on n'enlevait pas ce lien, ça pouvait perdurer. Alors, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce lien, c'est déjà de pouvoir remonter à l'origine ou aux origines. Pendant le processus d'élimination des charges traumatiques, la personne va trouver des aspects de ce trauma que l'on va également éliminer, et surtout se rendre compte, comme tu as dit, que ça crée un schéma répétitif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un trauma va créer des croyances dysfonctionnelles sur soi, sur les autres, sur la vie et sur le monde en général. Et ça, c'est un processus qui est vraiment inconscient, et ça va amener la personne à fonctionner pour venir confirmer ses croyances dysfonctionnelles. Donc c'est pour ça qu'il y a cette répétition et cette souffrance. Sauf que la souffrance, on la vit, mais on oublie pourquoi est-ce qu'on a la souffrance. Et donc remonter comme ça à la source est fondamental. Et pouvoir travailler sur le trauma, sur ses aspects et sur les croyances que ça a développées, ça fait toute la différence. Alors, effectivement, c'est pas compliqué quand on en parle. C'est génial de le pratiquer. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il y a l'aspect mental, mais que les choses se passent effectivement aussi dans le corps. Il y a une question qui m'a traversé l'esprit, puis elle est partie.
j'aimerais la retrouver. J'ai lu, il y a plusieurs auteurs qui parlent de ça, c'est que de revivre remettre en scène le traumatisme, c'est une tentative du corps, de notre esprit, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est une tentative de résolution. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme si le fait de remettre le trauma en scène, par exemple, j'ai été battue dans mon enfance, et le fait que je me retrouve dans ma vie d'adulte, dans des situations où peut-être avec mon conjoint, ma conjointe, mon patron qui va me maltraiter, où je vais retrouver un certain type de maltraitance, c'est comme si je remettais en scène ce que j'avais vécu enfant pour pouvoir m'en libérer et le traverser. Pour moi, la réponse, et ce que a été la solution d'Haïté, c'est justement de travailler sur les croyances. C'est qu'à partir des événements, un enfant battu, c'est pourquoi est-ce que j'étais battu ? Peut-être parce que je vais croire ou je vais imaginer que je n'en vaux pas la peine, que je suis une merde. Que je le mérite, que voilà. Tout ça. Et donc, en fait, je vais me comporter de telle manière à ce que je vienne confirmer que je suis une merde. Okay. Donc, je vais avoir ces relations avec des amis, avec des collègues de travail ou autres. Et donc, c'est effectivement des tentatives de réparation, mais qui sont vouées à l'échec tout de suite, quoi. C'est certain. Merci pour ça. Dans l'Haïté, il y a une notion qui est vraiment importante. Tu le décris très très bien dans ton livre. Mais j'aimerais que tu nous en dises quelques mots, si tu veux bien. C'est Acha parle du centre. Qu'est-ce que le centre ? Et en quoi est-il nécessaire de le rencontrer, de faire alliance avec ? C'est quoi le centre ? Qu'est-ce que c'est que le centre ? Alors là, il me faudrait... J'écris... le bouquin, en fait, c'est ce fil rouge sur la conscience. Ouais. J'en ai même écrit un autre livre, un roman dessus. Mais le centre, c'est qui nous sommes nous-mêmes. Notre vrai soi, dit Carl Jung. C'est l'Atman des hindouistes. C'est nous sans... toutes les croyances, justement, c'est nous sans les filtres qu'on a pu se mettre, sans les limitations qu'on a pu se mettre. C'est l'essence même de notre conscience. Voilà. C'est pas un endroit, c'est l'état vers lequel on veut tendre pour être en lien avec plus grand que nous. L'univers, le divin, Dieu, appelle ça comme tu veux. Mais... comprendre qui nous sommes. C'est vraiment la quête de sens nous amène dans le centre. Dans le chamanisme, on va parler de la roue de la médecine et de la 7e direction. En fait, c'est le résumé, c'est l'addition de toutes les forces, de toutes les énergies. C'est un point central d'immobilité où tout est juste, où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. C'est l'amour pur, c'est la pureté. Et c'est finalement le cheminement spirituel. C'est aller vers ça. Les bouddhistes vont parler de l'éveil, mais l'état d'éveil, quelque part, serait ce chemin de l'ego vers le centre. L'ego et le centre sont deux polarités. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tuer l'ego, parce que s'il n'y avait plus d'ego, on ne serait plus rien du tout. Mais le centre, c'est ça, c'est cette partie de nous qui sait inconditionnellement qui nous sommes, ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous. Et c'est ce qui permet de guérir. Enfin, moi, c'est ce qui me... quand j'y accède, c'est ce qui me permet de comprendre que la guérison, finalement, c'est un cheminement et c'est pas une destination. C'est ce qui me permet de mettre du sens sur ce qui se passe, sur la maladie, sur les relations avec les gens, sur le monde. Ouais. Merci. Est-ce que ton travail de thérapeute
Tu le vois comme aider les gens à connecter leur centre? Je pense que c'est le cheminement d'un processus thérapeutique. C'est aller vers ça. C'est comment, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est comment je vais aider une personne à renforcer son ego pour pouvoir gérer les douleurs et les traumas. Parle-moi de ça. Renforcer l'ego. Dans le développement personnel, on entend souvent qu'il faut l'affaiblir, l'ego, au contraire. Non, il faut dans un premier temps le renforcer, redonner confiance à la personne. Donc en éliminant justement des charges traumatiques, en éliminant et en venant mettre des croyances fonctionnelles là où il y avait des croyances dysfonctionnelles. Et donc la personne va prendre confiance en elle, son ego va lui permettre de contenir et de soutenir le processus pour pouvoir aller là où ça aurait fait mal. La raison pour laquelle la personne a enfoui dans l'inconscient la partie traumatique. Là, elle va être capable de faire face et de le travailler et de pouvoir... C'est plus ensuite... l'ego blessé. Exactement. C'est un ego sain, un ego fonctionnel. C'est ça. C'est fonctionnel, c'est un compagnon, c'est un soutien, c'est un support, c'est cette partie de nous qui va nous permettre de nous mettre en action. Voilà. Et ensuite, eh bien, d'accepter finalement que je ne suis pas le super cadre indispensable qui faisait tourner la boutique. Non, je suis un être humain qui a contribué à développer la société, le business, les collaborateurs, mais je me remets à ma place et je suis comme toi, je suis comme mon collaborateur, je suis comme la personne dans la rue, voilà, rien d'autre, quoi, rien de plus. Ça vient unir, et c'est déjà énorme. Et quand on comprend ça, ça vient nous unir au grand tout, quoi, voilà, et peut-être à plus grand que nous. Voilà. Merci. Cette notion du centre est vraiment importante dans la thérapie AIT. Retrouver le centre, retrouver... tu dis que c'est pas un espace. Moi, j'appelle ça un espace. Un espace à l'intérieur de nous où on va pouvoir connecter... C'est pas une destination. Oui. C'est un état. C'est un état. J'aime beaucoup l'image... du chamanisme, justement, où on parle des 7 directions. On va parler des 4 points cardinaux, du bas, du haut, et au milieu, il y a ce centre, cette sphère où toutes les directions, toutes les dynamiques, toutes les énergies vont venir se regrouper et créer ce point immobile. Je trouve cet exemple très, très parlant. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dirait « Oh, l'AIT, c'est quelque chose d'ésotérique » ? Toi, chef d'entreprise, chef de service dans une énorme entreprise, cartésien, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dirait « Non, mais les chakras, tout ça, c'est ésotérique, ça n'a pas de sens ». Ok. Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas essayer de convaincre quelqu'un et rester dans son cadre de référence. Parce que si effectivement on essaie de prouver à quelqu'un, et quelqu'un comme tu le décris, on y voit l'échec, parce que la personne, on va rentrer dans un jeu psychologique où on va vouloir démontrer que l'autre, qui a raison, qui a tort, ça va monter, et ça n'amènera à rien. Et c'est drôle que tu dis ça. J'ai passé le livre à un ami qui est tout à fait comme ça, très cartésien, qui n'a aucune croyance là-dessus, et qui a lu le bouquin et qui a dit merde, tiens, et si il y avait quelque chose autre chose que mon processus intellectuel, que mon mental, parce que c'est un ami, qu'il a confiance en moi, et donc il a écouté, et moi je me suis passé quand on en a discuté, dans son cadre de référence, et lui a fait le pas de se mettre dans mon cadre aussi de référence. Et donc c'est ce partage, c'est cet échange qui a permis. Mais essayer de convaincre quelqu'un
qui ne veut pas, parce que en fait c'est un moyen de protection. Rester dans le mental est une résistance et un moyen de protection. Et donc c'est pas le moment dans la vie de la personne de faire un travail en fait. Pas pour le moment. Est-ce qu'on peut proposer une séance découverte ? Bien sûr. En peut-être passer ce livre. C'est un livre de passage. Ouais. Passer ce livre, si la personne dit waouh, peut-être ça me parle, ça m'évoque quelque chose, lui dire si tu veux, on peut faire une séance pour apporter l'expérience. Absolument. En tous les cas, ça a été je l'ai écrit dans ce sens-là. Ok. Il y avait moi cette partie dont on a parlé au départ, hein, ma propre vie, ma propre expérience. Mais ensuite, et c'est ce qui s'est passé avec cette amie, c'est de se rendre compte que finalement, c'est quelque chose de très abordable, qui a une partie mentale, hein, mais où on va mettre du sens sur des choses qu'on n'avait pas perçues, et que le travail énergétique permettait justement de mettre ce sens-là. Et du coup, le livre explique ça, et c'est ce que tu dis est une bonne idée. Si ça te parle, viens voir. Prenons rendez-vous, tu viens verras. voir. Et ce qui est chouette finalement, et c'est les retours que j'ai eus, c'était les exemples que j'ai pu donner d'abord dans les parties théoriques, hein, sur des clients, et les cas cliniques qui peuvent parler à tout le monde. Ah oui. Puisque je vais parler dans les cas cliniques, et les cas cliniques sont des témoignages de clients. Au-delà ensuite des phrases du traitement que l'on va retrouver en annexe. Mais donc on parle aussi bien de l'anxiété, on parle du burn-out, on parle de l'inceste et des abus sexuels, on parle du traitement psychologique et spirituel du cancer. Je ne sais plus, après j'ai encore du stress post-traumatique. J'ai traité 2 personnes qui ont été victimes des attentats de Strasbourg. Donc des cas très variés. Je pense que ça va parler à tellement de personnes. Tellement de personnes. Et est-ce que les personnes qui vont acheter ton livre, est-ce qu'elles peuvent s'essayer à poser les mains sur chacun des chakras en répétant des phrases ? Bien sûr. Ça va être leur introduction. Mais je pense que très rapidement, on a envie d'être accompagné et de faire ce travail. Alors le livre va permettre de comprendre comment soulager une charge traumatique, un souci ponctuel. Mais en tous les cas, ce que me disait ce même ami, c'est-à-dire, ah mais merde, j'essaierai bien du coup, moi, tu peux pas t'occuper de moi. C'est ça. Voilà. Ouais. En fait, le faire seul, je pense que ça a le mérite de pouvoir, s'il n'y a aucun danger, et tu sembles dire qu'il n'y a vraiment aucun danger à s'essayer à le faire dans sa salle à manger tout seul. Bien sûr que c'est limité, mais quand on a mal à la tête, c'est bien de prendre un cachet qui va nous soulager le mal à la tête. Ensuite, si on ne traite pas les causes et l'origine de ce mal à la tête, il va revenir. Mais ça permet de goûter, ça permet de... Alors, c'est ce qui se passe très souvent avec les clients qui vont faire au bout de 2-3 séances, et quand l'ego justement est un petit peu renforcé, elles ont compris, la personne a compris le processus et va spontanément se soulager. Ça permet d'être acteur ? Absolument. Et vraiment ce dont je me suis rendu compte, c'est que une thérapie AIT est une co-création entre l'accompagnant, l'accompagné et le centre de l'accompagné, de la personne qui fait la thérapie. Parce qu'on va vraiment au rythme de la personne. Et le test musculaire, tu parlais de douceur tout à l'heure, ce qui est chouette avec AIT, c'est qu'on va systématiquement vérifier qu'on peut aller dans telle ou telle direction, que le corps, que la personne est prête à y aller. Et si elle n'est pas prête, on va continuer à renforcer l'ego pour la préparer à y aller. Ça, c'est fondamental, vraiment. Ouais. Et du coup, la personne s'approprie le processus, et c'est ce qu'il faut faire, hein, puisque son corps a compris ou a enregistré
la douleur avec ses propres mots, avec ses propres sensations. Et donc le thérapeute ne fait qu'accompagner ou faire un effet miroir de ce que la personne a vécu. Donc la personne va nous parler, va raconter son malaise, et notre valeur ajoutée, ça va être de noter avec leurs mots. C'est important de reprendre les mots. Hein. De la personne. Ouais. Et on oublie notre cadre de référence. Nous, le thérapeute, ouais. On va se mettre dans le cadre de référence de la personne. Et on va traiter les choses. Voilà. La cliente qui a été... elle ne pouvait pas parler de viol par son frère, elle parlait le truc. C'était le truc. Bon, moi, je parlais de truc. Je parlais pas de... Voilà. Et c'est très important de rester là-dedans. Mais très vite, la personne va créer ses propres phrases. D'une séance, entre les séances, des personnes sont venues me disaient tiens, j'ai pensé à telle chose. Des aspects sont remontés et elles notaient. Soit elles ont attendu pour le travailler avec moi, parce que certains préfèrent être accompagnés, et d'autres les ont traités elles-mêmes, toutes seules. Et par contre, on vérifiait que du coup, la charge avait bien été éliminée, qu'elle était bien descendue à zéro, qu'il n'y avait plus de charge traumatique. Il y a même une cliente qui m'amusait, qui appelait les croyances positives des mantras. Okay. Donc elle créait des mantras. Et c'était très important pour elle. Donc bon, ça ne fait pas partie, comment dirais-je... C'est un autre mot pour désigner la même chose. C'est ça. Et elle était très fière de pouvoir se répéter ces mantras et de les ancrer. Et donc du coup, c'est là où on se rend compte que l'ego a toute sa valeur, parce que du coup, il prend la responsabilité, la personne prend la responsabilité de son propre processus de changement. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Merci d'avoir amené l'AIT en France. Aujourd'hui, tu ne formes plus, tu n'exerces plus. Pour les personnes qui ont envie de se former à l'AIT en tant que professionnel, les personnes qui sont accompagnants de la personne, qui sont déjà thérapeutes, peuvent vraiment venir se former à la méthode, à l'académie TAP. Mm-hmm. On mettra le lien sous la vidéo pour que les personnes qui ont envie de se former en langue française puissent venir. Et il y a d'autres formations partout sur la planète. Achat a vraiment développé cet apprentissage-là partout. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de praticiens et de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ces nouvelles méthodes de soins où il y a l'aspect psychologie et l'aspect énergétique. Mmh. Donc, c'est une sublime méthode pour les gens qui chercheraient une méthode supplémentaire, une autre façon de faire. Mmh. Merci. Pour moi, tu as été vraiment le fondateur de l'AIT en France, et je te remercierai jamais assez pour ça. Merci, mais je ne suis pas le fondateur. En France. Et ça, c'est important. Le fondateur, dans la phrase que tu citais au départ. Oui. Si on revient à cette phrase-là, oui. Pour moi, c'est la transmission. Et c'était important d'avoir, et je déteste le mot d'outil, mais une méthode puissante. Et il aurait été égoïste de la garder pour moi quelque part. Et si la maladie a permis quelque chose, c'était justement de pouvoir consacrer du temps à la déployer en France et de la transmettre. Et de former des gens qui vont continuer à la transmettre. Et c'est peut-être un peu le sens de la phrase que tu as amenée au début. Toute connaissance, un jour, doit devenir une expérience, et ô combien tu nous as parlé justement de ton cheminement dans l'expérience. Et toute expérience, un jour, doit devenir une offrande. Quelle est ton offrande ? L'offrande, c'est vraiment de dire aux gens, faites-vous ce cadeau. Tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est pas un processus long, ça peut être une méthode brève, même si je suis pas d'accord avec le terme, mais ne restez pas bloqué avec quelque chose. Bref, c'est quelques mois.
Ouais. Ça va être quelques séances, ça va être sur 3 mois, ça va être 5-6 séances, mais faites-vous ce cadeau, libérez-vous et faites ce lien entre le mental et le corps, et les quelques sessions que vous allez pouvoir faire vont vous permettre ensuite de prendre conscience de vos schémas, de vos systèmes de fonctionnement, et prendre la responsabilité d'en changer ou pas. Mais vraiment, ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, quoi. Merci. Quelle offrande as-tu envie de faire aux thérapeutes et aux personnes qui ont été formées, que ce soit à cette thérapie ou à une autre? L'humilité, expliquer qu'on n'est pas sachant, mais on est juste accompagnant, au même niveau que la personne. J'exprimais le besoin de se mettre dans le cadre de référence de la personne. C'est oubliez-vous en tant que thérapeute, mais mettez-vous, créez ce climat de confiance en vous mettant dans le cadre de référence du client, ce qui n'empêche pas d'être confrontant, de faire des effets miroirs, mais placez-vous dans le cadre de référence de votre client. Et offrez cette co-création, redonnez cette confiance. N'ayez pas cette posture de sachant, mais au contraire de co-création, et de rendre la responsabilité à la personne de cheminer, de pouvoir cheminer sur son propre chemin, et d'accepter que chaque personne ait son propre chemin. Notre chemin est personnel, et c'est pas parce que c'est mon chemin que c'est le chemin. Voilà. Merci. Quelle est l'offrande que tu souhaites laisser aux personnes qui souffrent? Il y a des options pour moins souffrir, ou arrêter de souffrir. Et ça demande du courage. Et l'offrande serait de leur dire qu'il y a des personnes qui sont capables de les accueillir, de leur tendre la main et de saisir cette main. Voilà, oser saisir la main. Merci beaucoup François pour ce moment passé avec toi avant de clore complètement. Donc voilà, je remonte le livre, l'itinéraire intemporel d'un homme qui voulait devenir sage, laïcité, la thérapie intégrative avancée. Merci pour Merci à cette toi. offrande. Et puis, il y a ce conte que tu as écrit, j'aimerais que tu nous en parles. L'enfant et le triangle de lumière, qui est un tout autre ouvrage. Et dans cet ouvrage, c'est l'itinéraire de l'enfant. Et c'est un conte. Et ma première question pour toi, ça serait... Enfin, une question où j'aimerais qu'on aborde ça. Ça aurait pu être le cheminement d'un sage, mais tu as choisi que ce soit le cheminement de l'enfant. Pourquoi un enfant? Parce que je pense que c'est mon enfant intérieur, en fait. Ouais. C'est la version illustrée quelque part de ce livre. Je ne sais pas si on l'a dit, mais ce livre, à la base, c'est la demande de mes enfants de laisser une trace de mon parcours de vie. Et ce conte est venu spontanément lors d'une expérience de conscience, d'état de conscience modifié. Et il a été mis il y a eu des illustrations qui ont été faites, qui ont été magnifiques. Et à la base, c'était juste un petit récit pour mes enfants, mais qui a pris une toute autre dimension avec ces illustrations. Et j'ai souhaité, en plus, que les quelques profits que je vais aller faire en vendant ce livre, j'allais les donner à une association à Montpellier
qui fait partie du club de rugby de Montpellier et qui s'occupe de malades du cancer, qui va faire des exercices physiques adaptés aux malades du cancer. Et j'en ai bénéficié, moi, de 2021 à 2023. Ça m'a fait un bien fou et j'ai voulu leur restituer quelque part ce que je pouvais. Et donc, du coup, l'achat de ce petit livre contribue à aider ces bénévoles, à aider les malades du cancer à se remettre en mouvement, à recréer du lien social. Alors, c'est un voyage initiatique. Ce petit enfant va parcourir des espaces-temps, se retrouver à l'origine du monde. Il va se retrouver dans le désert dont je parlais tout à l'heure, ces paysages qui s'estompaient au fur et à mesure. Il est guidé par ce vieil homme qui joue du tambour et qui l'accompagne. Et il va rencontrer la première femme. Il va rencontrer les plantes médecines. Il va rencontrer le mycélium, ce lien qui est fait dans la forêt à travers les racines et les champignons, cette communion qu'il peut y avoir dans le vivant végétal et animal, pour ensuite passer vers ce combat invisible, ces peurs, nos démons, nos parts d'ombre, pour finalement aller vers la lumière, et c'est ce que représente ce triangle, qui est finalement un passage, et qui n'est qu'un passage. Est-ce que c'est la mort, pas la mort, je ne sais pas. Mais comprendre que nous sommes que des voyageurs dans cet univers, que nous passons, et il est important de se respecter, de respecter l'autre. Voilà, nous ne faisons que passer. Je pense qu'on reviendra. C'est très personnel. Mais voilà, ce petit conte peut se lire à plusieurs niveaux. Et j'ai eu pareil de chouettes retours de personnes qui ont partagé ça avec des enfants d'âges différents, et qui ont passé de très très bons moments à lire cet ouvrage. Et les illustrations d'Aliénor sont magnifiques. Il est magnifique. Je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Je le montre à la caméra et on pourra en mettre des extraits. J'en mettrai des extraits sous la vidéo. J'adore celui-ci. Où le petit enfant se retrouve au fond du lac Atitlan au Guatemala, entouré des médecines, des champignons, du cacao et du miel. Et il y a différentes explications, effectivement, sur ces aspects chamaniques aussi. Ouais, je vous invite vraiment à le lire. C'est un chouette moment de partage. C'est un très chouette moment de partage. Tout au long de ton premier livre, tu nous parles de liens, de dons, de partage. Dans ce livre, tu parles notamment, ce qui m'a beaucoup touchée, tout ce petit livre m'a beaucoup touchée. C'est un livre qui parle au corps, au cœur et à l'ego. Et je le reprends de temps en temps parce que ça met comme une ambiance. Je ne sais pas comment le dire. C'est du ressenti. Et tu nous fais vraiment voyager, tu nous fais vraiment parcourir un itinéraire, pour reprendre le nom du premier livre. Pour moi, ces deux livres sont extrêmement différents, mais sont reliés. Absolument. Et par exemple, dans La forêt de mycélium, tu as écrit, donc c'est l'enfant qui parle, puisque c'est lui qui voyage. Je suis heureux de faciliter le lien entre les arbres, comme je suis heureux de relier les êtres que j'aime. Ici, tout est uni, tout se parle, et moi, je deviens la voix tranquille de cette harmonie. Je sens... Ok, je vais juste m'arrêter là. Je suis heureux de faciliter le lien. Je te perçois, François, comme un homme de lien, comme un homme de dons, d'offrandes,
mais aussi de lien entre les êtres, de lien entre la blessure et la guérison. Tu parlais tout à l'heure de ce lien entre le trauma d'origine et le trauma que l'on revit. Et c'est comme un tissu, c'est comme tu décris dans ce livre, ce mycélium qui nous unit. Et pour clôturer cette entrevue, quel est le lien que tu espères continuer à tisser ? Quelle est cette façon de tisser tu as envie de poursuivre, même quand tu seras plus là ? Alors je suis ému, ça m'émeut ce que tu dis sur ce que je peux être par rapport au lien, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui a mis beaucoup de sens dans ma vie de lier les gens entre eux, pouvoir se parler. Ce que j'ai au-delà, il y a effectivement ce que je peux laisser, et c'est vraiment de la transmission, c'est rien d'autre. Et ce qui est important, c'est que les gens puissent s'écouter et puissent communiquer. On peut avoir des avis différents, on peut avoir des avis opposés, mais pour autant communiquer, échanger, et on partage, nous sommes des êtres vivants, et nous partageons cet univers, cet espace, avec le monde vivant, qu'il soit végétal ou animal. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Et cette polarité, c'est tu m'aimes ou tu es d'accord avec moi ou sinon dégage, c'est juste pas possible, quoi. Remettre du sens dans le lien. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose ? Je t'aime. Moi aussi. Très fort. Merci. Merci à toi.